Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous explique les organes de sens, en particulier l'œil et l'oreille. On va parler uniquement de l'œil et de l'oreille. Donc pour commencer, les récepteurs sensoriels spécifiques de l'odorat, du goût, de la vision, de l'ouïe et de l'équilibre sont abrités à l'intérieur d'organes des sens complexes tels que les yeux et les oreilles. Donc ces organes, ces récepteurs en fait sont abrités dans des organes comme par exemple la sensation des récepteurs de la vision sont abrités dans les yeux, les récepteurs de l'ouïe sont abrités dans l'oreille. Donc les yeux et les oreilles sont les organes dans lesquels sont abrités les récepteurs sensoriels. Surtout ceux responsables de la vision sont abrités dans les yeux et de l'ouïe sont abrités dans l'oreille. Par exemple, les récepteurs qui sont responsables du goût sont abrités dans la bouche et ceux qui sont responsables de l'odorat sont abrités dans le nez. Voilà. Comme la somesthésie, les sens nous permettent de déceler des changements dans notre environnement. Donc, grâce à vos récepteurs, vous détectez tout changement. Toute odeur. La branche de la médecine qui étudie les yeux et les troubles oculaires et l'ophtalmologie. Les autres organes de sens sont pour la plupart la spécialité de l'otorhinolaryngologie, par exemple pour étudier l'oreille, le nez, la gorge. Donc cette branche-là, elle s'appelle l'otorhinolaryngologie qui étudie ces trois organes de sens. Qui traite donc les oreilles, le nez, la gorge, ainsi que les affections qui les touchent. La vision, c'est le fait de voir, est extrêmement importante pour la survie de l'être humain, bien sûr. Les yeux contiennent plus de la moitié des récepteurs sensoriels du corps et aussi une grande partie du cortex cérébral est réservée au traitement de l'information visuelle. Ça veut dire le centre cérébral qui traite la vision est localisé au niveau du cortex cérébral et il s'agit d'une grande partie qui est réservée au traitement de l'information visuelle. Cette section présente les structures annexes de l'œil, le globe oculaire lui-même, la formation des images, la physiologie de la vision ainsi que la voie visuelle depuis l'œil jusqu'à l'encéphale. Donc, quelles sont les structures annexes de l'œil? Vous avez les sourcils et les cils qui protègent le globe oculaire contre les corps étrangers, bien sûr, les gouttes de sueur et les rayons directs du soleil, donc qui assurent un rôle de protection. Les paupières supérieures et inférieures recouvrent l'œil pendant le sommeil, atténuent la lumière excessive et retiennent les corps étrangers. Donc les muscles extrinsèques du globe oculaire, au nombre de 6, vous avez 6 muscles extrinsèques qui rendent possible les mouvements du globe oculaire vers la droite, la gauche, en haut, en bas et en diagonale. Donc tous ces mouvements-là sont en fait assurés grâce à ces 6 muscles. Les mouvements des yeux sont coordonnés et synchronisés par des neurones situés dans le tronc cérébral et le cervelet. Donc voici qui vous permet de voir les différentes structures annexes de l'œil. Alors vous avez les sourcils là, vous avez les cils, d'accord, vous avez les paupières. Voilà, donc ça c'est la paupière, vous avez deux paupières, vous avez deux yeux. Donc les muscles extrinsèques du mouvement du globe oculaire et l'appareil lacrymal qui produit des larmes. Donc regardez là, en fait, ce trou-là, ça vous rappelle, il y a un conduit qui ramène les larmes des yeux jusqu'au nez. Donc c'est le conduit lacrymo-nasal. Voilà, alors ici, la kena shifna sourcil, vous avez les cils, vous avez la paupière, vous avez la pupille là qui est sous la cornée. Donc vous avez l'iris qui donne la couleur aux yeux, qui est sous la cornée. On verra tout à l'heure la cornée qui est une membrane qui recouvre l'œil. Donc vous avez la conjonctive, puis là vous avez ici la sclère qui est sous la conjonctive et là en bas vous avez la paupière inférieure.
Donc l'appareil lacrymal se compose d'un groupe de glandes comme vous voyez là. Vous avez aussi des petits conduits là. Vous avez des canalicules, d'accord, et vous avez des sacs. Regardez les canalicules là. Vous avez un sac. Donc, donc les canalicules et les sacs produisent et drainent la sécrétion lacrymale ou les larmes. Donc ça draine les larmes jusqu'au nez. Les glandes lacrymales gauche et droite ont la taille et la forme d'une amande. Voici donc ça, cette glande lacrymale. Vous avez deux glandes lacrymales à droite et à gauche. Donc ces glandes ont la taille d'une amande. Elles sécrètent les larmes, lesquelles s'écoulent les canalicules. Donc il y a des petits canalicules là, excréteurs de la glande lacrymale et qui s'ouvrent sur la partie supérieure de la paupière supérieure. Voilà, c'est à ce niveau. Donc la glande lacrymale sécrète les larmes. Vous avez les canalicules excréteurs de la glande lacrymale qui répartissent les larmes sur la surface du globe oculaire. Et puis vous avez le canalicule lacrymal supérieur là, où vous avez aussi le canalicule inférieur. Donc ces deux canalicules déversent les larmes dans le conduit, donc ce conduit lacrymonasal. Donc les larmes ici sont déversées dans la cavité nasale. Après avoir baigné la surface du globe oculaire, donc voilà, c'est le globe oculaire. Après avoir baigné la surface du globe oculaire, les larmes se dirigent vers le nez en passant dans deux canalicules lacrymaux et un conduit lacrymonasal qui les déverse dans la cavité nasale où elles se mêlent au mucus. Donc, les larmes sont sécrétées. Donc, ces larmes baignent ici. La surface du globe oculaire recouvre là. Voilà. Et puis, ces larmes se dirigent vers les canalicules pour être déversées dans la cavité nasale. Chez l'adulte, le globe oculaire mesure environ 2,5 cm de diamètre et comprend trois épaisseurs. Donc, vous avez la tunique fibreuse, vous avez la tunique vasculaire et aussi la rétine. Donc voici cette image qui représente le globe oculaire. Donc si vous regardez ici, vous avez en fait trois couches, d'accord. Vous avez la tunique fibreuse, la sclère, sclérotique. Vous avez la couche la plus profonde qui est la choroïde, la tunique vasculaire. Et vous avez la tunique la plus profonde qui est la rétine. Donc, vous avez la sclère ou sclérotique, vous avez la choroïde et vous avez la rétine, ces trois couches qui recouvrent le globe oculaire. Je vous parle donc de la tunique fibreuse, qui est la tunique qui forme l'enveloppe externe du globe oculaire. Je vous rappelle, on a dit qu'il s'agit de trois tuniques, la tunique fibreuse, qui est la sclère, la tunique qui est la plus profonde, qui est la choroïde de la tunique vasculaire, et puis vous avez finalement la rétine. Donc, pour parler de la tunique fibreuse, c'est la tunique qui forme l'enveloppe externe du globe oculaire. Elle est constituée de la cornée à l'avant et de la sclère à l'arrière. Donc, la cornée qui est à l'avant, elle est transparente et recouvre l'iris qui est lui-même coloré, parce qu'on a dit que l'iris, c'est la structure qui est colorée et qui donne la couleur aux yeux. Grâce à sa forme incurvée, donc je parle toujours de la cornée qui est incurvée, qui est à l'avant, elle contribue à focaliser la lumière sur la rétine. Donc la sclère, qui est la partie arrière de la tunique fibreuse, ou blanc de l'œil, est une couche de tissu conjonctif dense. Donc la sclère s'étend sur tout le globe oculaire, à l'exception de la cornée, parce qu'on a dit que la cornée elle est transparente. Donc elle lui donne sa forme et sa rigidité et protège les structures internes de l'œil. Donc vous avez aussi une couche d'épithélium qui est appelée la conjonctive. Cette couche, elle recouvre la sclère, mais pas la cornée, et tapisse la face interne des paupières. Donc regardez, ici vous avez, je vous rappelle, vous avez ces trois tuniques. Vous avez là la sclère, vous avez la tunique fibreuse, la tunique vasculaire et finalement vous avez la rétine. Donc, si je commence par la tunique qui est l'enveloppe externe, la plus externe, alors ça c'est à l'arrière, elle s'appelle sclère. Si je continue vers l'avant, regardez là, voilà, c'est ici. Voilà, c'est ici, donc elle forme la cornée.
Donc vous avez la cornée qui est à l'avant, cette tunique fibreuse forme la cornée à l'avant et elle forme à l'arrière cette couche-là, cette membrane-là qui s'appelle la sclère ou blanc de l'œil. D'accord? Donc la cornée, elle est transparente. C'est pour ça on peut voir la couleur de l'iris. Voici l'iris, donc qui est coloré. Et je peux voir la couleur de l'iris parce qu'il est couvert par la cornée qui est la tunique fibreuse et qui est transparente juste à ce niveau-là. D'accord? Et elle est, si vous voulez, regardez, elle est incurvée pour focaliser la lumière sur la rétine. Donc, c'est nécessaire que la cornée soit incurvée pour focaliser la lumière sur la rétine. Voilà, je vous rappelle, elle est transparente, c'est pour ça on peut voir la couleur de l'iris qui est la couche sous-jacente. Et cette cornée se continue à l'arrière par la sclère, qui est le blanc de l'œil. Voilà, et donc vous avez aussi une couche qui est conjonctive, la conjonctive qui recouvre la sclère, mais faites attention, ne recouvre pas la cornée. La tunique vasculaire, c'est la tunique qui est également appelée UV et l'enveloppe moyenne des globes oculaires, parce qu'on a dit qu'il s'agit de la tunique fibreuse, après la tunique vasculaire, et puis vous avez la rétine. Donc la tunique vasculaire, c'est la tunique moyenne, appelée UV. Elle comprend ces trois structures. Elle comprend la choroïde à l'arrière, elle comprend le corps ciliaire et aussi l'iris. Donc l'iris, il fait partie de la tunique vasculaire et il se prolonge vers l'arrière par la choroïde et il comprend aussi le corps ciliaire. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant la tunique vasculaire. Donc elle forme la choroïde à l'arrière et vous avez ici les corps ciliaires à droite et à gauche. Là, vous avez deux corps ciliaires qui est formé de muscles. Donc vous avez le muscle ciliaire et vous avez un procès ciliaire. Alors, donc vous avez l'iris, comme j'ai dit, l'iris. Derrière, vous avez le corps ciliaire et vers l'arrière, vous avez la canne al-Kushaidi qui est en rouge, qui est appelée la choroïde. Voilà. Donc, la plus externe, elle s'appelle tunique fibreuse. Elle est constituée par la sclère à l'arrière et par la cornée à l'avant, tandis que la couche moyenne s'appelle la tunique vasculaire. Elle est formée par la choroïde à l'arrière, d'accord, et formée par le corps ciliaire et l'iris à l'avant. Et finalement, vous avez cette tunique qui est la plus profonde, qui est la rétine. Alors, la choroïde constitue la partie postérieure de la tunique vasculaire, c'est à l'arrière. C'est une mince membrane qui tapisse la majeure partie de la face interne de la sclère. Voilà, donc elle tapisse la face interne de la sclère, elle est située à l'arrière et la sclère aussi située à l'arrière. Elle contient de nombreux vaisseaux sanguins parce que c'est la tunique vasculaire, donc elle est vascularisée, elle contient de nombreux vaisseaux sanguins qui fournissent évidemment les nutriments à la rétine qui est la couche sous-jacente, la plus profonde. La choroïde renferme également des mélanocytes qui produisent la mélanine. C'est un pigment qui donne à la tunique sa couleur brun foncé. La mélanine absorbe les rayons lumineux diffus, empêchant ainsi la réflexion et la diffusion de la lumière à l'intérieur du globe oculaire. Donc c'est grâce à ce mécanisme que l'image projetée sur la rétine par la cornée et le cristallin est clair et possède une bonne résolution. Donc cette bonne résolution de l'image est due à la présence de ces pigments de mélanine qui sont sécrétés par ces cellules appelées mélanocytes qui sont situées dans la choroïde. Alors, le corps ciliaire à l'avant du globe oculaire, la choroïde forme le corps ciliaire qui s'étend du bord antérieur dentelé de la rétine jusqu'à un point situé juste à l'arrière de la jonction de la sclère et de la cornée. Donc c'est vraiment à la jonction. Il est composé de procès ciliaires et du muscle ciliaire. Les procès ciliaires sont des replis de la face interne du corps ciliaire dont les capillaires sécrètent un liquide appelé l'humeur aqueuse.
Composé de plusieurs couches de protéines, le cristallin est une structure transparente qui contribue à la focalisation de la lumière sur la rétine. Donc voici le cristallin. Regardez, le cristallin, il est très important et pour focaliser la lumière aussi sur la rétine. Donc voici la rétine, qui est la couche derrière, qui est la plus profonde. Alors, on a dit tout à l'heure que la cornée est incurvée pour focaliser la lumière sur la rétine, et aussi le cristallin est important et essentiel pour focaliser la lumière sur la rétine. Donc, voici l'iris qui est juste devant le cristallin. Donc, si vous regardez ici, vous avez la cornée, vous avez une petite chambre ici. C'est une chambre antérieure, regardez. Et vous avez donc l'iris. Donc, cette chambre antérieure est située entre la cornée et l'iris. Et donc, vous avez l'iris, et derrière l'iris, vous avez une autre chambre, d'accord, qui s'appelle la chambre postérieure. Et puis, vous avez le cristallin. Donc, cristallin, chambre postérieure, l'iris, chambre antérieure, et puis vous avez la cornée devant. Donc l'iris, c'est la partie colorée du globe oculaire. Elle est composée de mélanocytes et des myocytes qui sont des cellules musculaires lisses, qui sont disposées en cercle ou en rayon. L'une des principales fonctions de l'iris est de moduler la quantité de lumière qui pénètre dans le globe oculaire par la pupille, qui est une ouverture centrale de l'iris. Donc le diamètre de la pupille est régi par des réflexes autonomes et dépend de l'intensité de la lumière. Alors, donc l'iris, comme j'ai dit tout à l'heure, il est formé d'un ensemble de cellules mélanocytes et myélocytes qui sont disposées en cercle. Alors ces cellules musculaires, quand ils se contractent, donc la contraction ou le relâchement de ces cellules musculaires va contrôler l'ouverture ou la fermeture de l'iris. Quand la lumière est vive, la partie parasympathique du système nerveux central provoque la contraction du muscle ou sphincter de l'iris, donc le muscle circulaire, ce qui diminue alors la taille de la pupille parce que ça va provoquer la constriction. Et quand l'éclairage est faible, la partie sympathique du système nerveux autonome déclenche la contraction du muscle dilateur de pupille, qui est un muscle radial, et la pupille s'agrandit. Donc la pupille s'agrandit et diminue de taille. Donc, tout dépend de la contraction du muscle, parce que vous avez deux types de muscles. Si les muscles en cercle se contractent, alors ça va provoquer la constriction de la pupille. Et si les muscles en rayon se contractent, ça va provoquer la dilatation et donc l'ouverture de la pupille. Alors regardez, voici l'iris qui est composé d'un ensemble de cellules musculaires radiales et vous avez des cellules musculaires lisses. Quand les cellules musculaires lisses se contractent, donc ici le diamètre de la pupille va diminuer, d'accord, qui est dû à la contraction de ces cellules musculaires circulaires. Et quand les cellules radiales se contractent, et donc là, ça va provoquer une dilatation. Donc regardez, voici les cellules musculaires radiales. Ici, la contraction, elle va réduire la taille de ces cellules musculaires lisses, les myocytes. Et donc, une fois ces cellules radiales se contractent, il va y avoir une dilatation de pupille. Et donc, la pupille se resserre lorsque le muscle sphincter de la pupille, ça veut dire les muscles circulaires, se contractent par adduction ou par un réflexe parasympathique, par action du système nerveux parasympathique, du nerf parasympathique. Et si les cellules musculaires radiales se contractent, donc dans ce cas-là, il va y avoir une dilatation, parce que cette dilatation, elle est due à la contraction des cellules musculaires radiales de l'iris. Et là, c'est par action du nerf sympathique. Donc, le sympathique provoque la contraction des cellules, des myocytes radiales, et le parasympathique provoque la contraction des cellules musculaires circulaires. Donc je passe maintenant à la rétine qui forme l'enveloppe interne du globe oculaire et constitue l'organe récepteur de la vue. Donc c'est à ce niveau-là, il y a des récepteurs de la vision. Elle tapisse les 3/4 postérieurs de celui-ci et constitue l'amorce de la voie visuelle. Alors elle se compose de deux parties. Vous avez une partie nerveuse et une partie pigmentaire.
La partie nerveuse est une extension multicouche du cerveau. Ces 3 couches de neurones sont les photorécepteurs, les neurones bipolaires et les cellules ganglionnaires. Donc, je répète, la rétine elle est composée de 2 parties, une partie nerveuse et une partie pigmentaire. La partie nerveuse qui constitue une couche de neurones, parce que c'est nerveuse, et donc vous avez alors les photorécepteurs, vous avez les neurones bipolaires et vous avez les cellules ganglionnaires. Alors la partie pigmentaire de la rétine est un pilier de cellules épithéliales situées entre la choroïde et la partie nerveuse de la rétine. Tout comme dans la choroïde, la mélanine présente dans la rétine, elle absorbe la lumière diffuse. Donc il y a également de la mélanine qui se trouve dans la rétine et son rôle c'est l'absorption de la lumière. Donc voici un schéma de la rétine, donc de l'enveloppe de la rétine qui est l'enveloppe plus profonde. Si vous remarquez, donc elle est composée de 2 parties. Elle est composée de la partie pigmentaire qui est là, et vous avez la partie sous-jacente, c'est la partie nerveuse de la rétine. Alors la partie pigmentaire qui contient la mélanine qui absorbe la lumière, et puis là, la partie nerveuse qui est constituée de 3 couches. Donc vous avez la couche des photorécepteurs, les récepteurs de la lumière, photo. Et ici, vous avez la couche des neurones bipolaires. Et puis là, finalement, vous avez la couche des cellules ganglionnaires. Donc vous avez 3 couches qui forment la partie nerveuse, cellules ganglionnaires, la couche des cellules ganglionnaires, la couche des neurones bipolaires, et puis finalement, vous avez ici les photorécepteurs. Donc je répète, la rétine est constituée de 2 parties. Vous avez la partie pigmentaire du côté de la choroïde, et puis là vous avez la partie nerveuse. Alors si vous remarquez ici les flèches, la direction, donc ces flèches représentent la direction ici en jaune de la lumière dans la rétine. Donc c'est bien sûr de l'extérieur vers l'intérieur, vers la rétine. Et puis là vous avez la direction du traitement des données visuelles qui est dirigée de la rétine vers l'extérieur. Donc les photorécepteurs sont de type, vous avez des bâtonnets et vous avez des cônes. Donc, les photorécepteurs sont présents dans la couche la plus profonde, constitués de 2 types, donc les bâtonnets et les cônes. Alors les bâtonnets permettent de distinguer des nuances de gris dans la pénombre. Au clair de lune par exemple, ne détectent pas la couleur. Alors les bâtonnets détectent tout ce qui est noir et blanc et gris. Par contre, les cônes sont responsables de la vision très nette des couleurs. Elles permettent de visualiser les couleurs. Donc la rétine renferme 3 types de cônes. Donc vous avez les cônes bleus sensibles à la lumière bleue, les cônes verts sensibles à la lumière verte, et les cônes rouges qui sont sensibles à la lumière rouge. Donc vous avez 2 types. Vous avez les bâtonnets qui permettent de visualiser tout ce qui est gris, noir, blanc, alors que les cônes, elles permettent de visualiser tout ce qui est en couleur. Et ça, c'est grâce à 3 types de cônes. Donc vous avez les cônes bleus, verts et rouges. Donc l'œil possède environ 6 millions de cônes et 120 millions de bâtonnets. Les cônes sont les plus abondants dans la fossette centrale ou fovea centralis, qui est une petite dépression au centre de la macula. Je vous montrerai tout à l'heure. Cette dernière est aussi appelée macula lutea ou encore tache jaune. Donc elle est située exactement au centre de la rétine. La fossette centrale est le point où l'acuité visuelle résolution atteint son maximum en raison de la forte concentration de cônes. Les axones des cellules ganglionnaires cheminent vers l'arrière en direction d'une petite région appelée disque du nerf optique ou tache aveugle. Donc ils forment le nerf optique à la sortie des globes oculaires. Comme le disque de ce nerf ne contient ni cône ni bâtonnet, il ne peut pas capter les images qui se forment dans cette région. Donc voici la fossette centrale qui est aussi appelée tache jaune, qui contient une concentration élevée en cône, donc une grande quantité de cellules cônes. Et voici ici le point aveugle. Donc si vous regardez toutes les informations, tous les messages arrivent jusqu'ici, et c'est de là que ça part le nerf optique qui va acheminer le message nerveux vers le centre qui se trouve au niveau du cortex et qui va traiter l'information visuelle.
Alors voici le point aveugle, c'est à ce niveau-là, il y a pas de lumière qui arrive ici, donc cette région ne capte pas du tout la lumière. Elle sert à transporter le message vers le système nerveux. Donc là, je répète, la pochette centrale qui contient une grande quantité en cône et la résolution ici est trop élevée. Et puis là, vous avez donc le nerf optique qui part à ce niveau-là qui est le point aveugle et ce point-là ne capte jamais la lumière. Donc le cristallin divise le globe oculaire en un segment antérieur et un segment postérieur. Le segment antérieur, situé à l'avant du cristallin, il comprend la chambre antérieure entre la cornée et l'iris. Et donc vous avez la chambre postérieure qui est située derrière l'iris et les cristallins et les fibres zonulaires. Donc les deux chambres du segment antérieur sont remplies d'humeur aqueuse qui est un liquide dont la consistance s'apparente à celle de l'eau et dont la composition est similaire à celle du liquide cérébrospinal. Donc je vous montre tout à l'heure, donc vous avez le segment, devant le segment vous avez en fait deux chambres, une chambre antérieure et une chambre postérieure. Ces deux chambres sont remplies d'un liquide de consistance qui s'apparente à celle de l'eau et elle est similaire au liquide cérébro-spinal. Et puis vous avez l'humeur aqueuse donc exude continuellement des capillaires, des procès ciliaires. Elle s'écoule dans la chambre postérieure et passe entre l'iris et le cristallin, puis traverse la pupille et entre dans la chambre antérieure. Donc regardez ici, vous avez donc le cristallin qui divise le globe en deux segments, un segment antérieur et un segment postérieur. Donc tout ce qui est devant c'est antérieur et tout ce qui est arrière c'est postérieur. Et si vous regardez le segment antérieur, il est divisé en deux chambres. Donc vous avez la chambre antérieure qui est située entre l'iris et la cornée, et vous avez une chambre postérieure qui est située entre l'iris et le cristallin. Vous avez ici les procès ciliaires, d'accord? Donc ces deux chambres, la chambre postérieure et la chambre antérieure, sont remplies d'un liquide qui s'appelle l'humeur aqueuse, qui a une consistance qui est similaire ou semblable à celle de l'eau. Donc voici ici, donc vous avez le cristallin. Derrière, ici, vous avez le segment postérieur. Et là, vous avez le segment antérieur qui est divisé en deux chambres. Vous avez deux chambres, la chambre antérieure et la chambre postérieure. La chambre antérieure qui se trouve entre l'iris et la cornée. Et vous avez une chambre postérieure qui est localisée derrière l'iris. Donc c'est entre l'iris et le cristallin. Donc ces deux chambres antérieures et postérieures sont remplies de l'humeur aqueuse. Donc la chambre vitrée, aussi appelée segment postérieur. Donc le segment postérieur, c'est le segment qui est situé juste derrière le cristallin. Je vous rappelle, vous avez la chambre vitrée et vous avez en fait ce qui est devant le cristallin, qui était le segment antérieur, qui est constitué de deux chambres antérieures et postérieures. Et ces deux chambres sont remplies de liquide qui a la même consistance de l'eau, il s'appelle l'humeur aqueuse. Maintenant, je passe au segment postérieur. Alors, c'est la chambre vitrée qui est située à l'arrière du cristallin, qui s'étend entre le cristallin et la rétine et forme la plus grande cavité des globes oculaires. Cette chambre contient le corps vitré. C'est quoi le corps vitré? C'est une substance gélatineuse qui est transparente et qui se forme une fois pour toutes pendant le développement embryonnaire. Donc, sa formation se fait pendant le développement embryonnaire. Le corps vitré empêche les globes oculaires de s'affaisser et retient la rétine en contact étroit avec la choroïde. Parce qu'en fait, ce corps vitré, il exerce une pression sur la rétine et la rétine donc reste accolée à la choroïde. Et ça permet aussi de ne pas coller le cristallin à la rétine. Donc ce corps vitré permet de séparer le cristallin de la rétine et de créer un espace qui est rempli de cette substance-là, qui est gélatineuse. Les axones de ces cellules ganglionnaires sortent du globe oculaire en tant que nerfs optiques. Et donc, elles s'étendent vers l'arrière jusqu'au chiasme optique. Qu'est-ce que ça veut dire chiasme? Le chiasme optique, c'est la région
où la moitié des axones de chaque œil passent du côté opposé du cerveau. Donc, le chiasme optique, c'est la région où les axones se croisent. Hein. Je vous rappelle, vous avez en fait deux yeux là, d'accord. Les messages proviennent de chaque œil et arrivent au niveau du chiasme optique. Donc, du coup, là, il va y avoir un croisement ici, ça veut dire les informations provenant de l'œil droit, elle va aller jusqu'au cerveau gauche et les informations provenant de l'œil gauche, elle va jusqu'au cerveau droit. Donc il va y avoir un croisement, donc ce croisement s'appelle le chiasme optique, c'est la région où se fait le croisement des axones. Après avoir passé le chiasme optique, les axones qui font maintenant partie du tractus optique se terminent dans le thalamus. Donc voilà, il va y avoir un croisement à ce niveau-là. Et puis après, les axones qui partent de cette région, les chiasmes optiques, ils vont aller d'abord jusqu'au thalamus et puis après, ils vont se séparer. Alors regardez, donc voici la chambre vitrée, on a dit qui est, qui est situé dans le segment postérieur, ça veut dire qui est situé à l'arrière du cristallin. Et cette humeur vitrée ou cette chambre s'étend du cristallin jusqu'à la rétine. Donc voici la rétine. Voilà, et cette substance qui est gélatineuse, elle permet à la rétine de rester accolée à la choroïde. D'accord, donc voici la choroïde là. Regardez. Donc cette rétine, elle reste accolée à la choroïde. Donc ici, on voit très bien les trois couches. Donc vous avez la tunique fibreuse qui est la sclère ou la sclérotique. Vous avez la tunique vasculaire qui est la choroïde. Et là, sous-jacente, vous avez la rétine. Donc je vous rappelle, la tunique fibreuse, elle est constituée à l'avant par la cornée. Donc voici la cornée. Et à l'arrière de la sclère ou sclérotique, il y a le blanc de l'œil, voyant de l'âne. بعدين, vous avez la tunique vasculaire qui est constituée en fait, regardez, de la choroïde. Regardez, la choroïde à l'arrière et à l'avant, vous avez le corps cilié et vous avez l'iris. Et puis finalement, vous avez la rétine. Et puis après, vous avez le cristallin qui est situé ici et qui permet de séparer deux segments, antérieur et postérieur. Le segment antérieur aussi, il est formé de deux chambres, une chambre antérieure et une chambre postérieure. Cette chambre postérieure, elle est située entre l'iris et le cristallin. Ces deux chambres antérieures et postérieures sont remplies de liquide qui est le liquide nord-aqueuse. Maintenant, derrière le cristallin, vous avez une autre chambre. Donc là, c'est le segment postérieur. Alors là, cette chambre-là, elle est remplie de l'humeur vitrée qui a une consistance gélatineuse et qui exerce une pression sur la rétine et permet à la rétine d'adhérer à la choroïde. Donc, je répète, vous avez cette fossette centrale ou la tache jaune qui contient une grande quantité de colle. La résolution de l'image, elle est énorme. Et puis, à ce niveau-là, vous avez le point aveugle. Regardez, tous les messages ou toutes les informations proviennent de la rétine. Donc, les axones qui arrivent jusque-là. Et puis, ça, il s'accumule là pour former le nerf optique. Donc, le nerf optique, il va jusqu'à une région qui s'appelle le chiasme optique. Le chiasme optique, là, les nerfs se croisent. Ça veut dire les axones provenant, ou les nerfs provenant de l'œil gauche, elle ira vers le segment droit et les informations provenant ou les fibres provenant de l'œil droit, la fibre ira vers le segment gauche. Donc voilà, après le chiasme optique, donc ces fibres-là بعدين بيطلعوا على الثالاموس et du thalamus بعدين بيروحوا على الcentre qui se trouve le centre cortical qui est responsable du traitement de l'information visuelle. Donc regardez, ici je vais résumer un peu la fonction des différentes tuniques. Donc ce qui est en bleu c'est la tunique fibreuse, en rouge c'est la tunique vasculaire et en jaune c'est la tunique qui est la rétine, la tunique la plus profonde. Donc la tunique fibreuse, elle est constituée, on a dit, à l'avant par la cornée qui laisse entrer la lumière et la rétracte tout à la fois. La sclère donne sa forme au globe oculaire et en protège les parties internes et assure la protection des parties profondes.
Je passe à la tunique vasculaire. Donc à l'avant, elle est constituée de corps ciliaire et de l'iris, et à l'arrière de la choroïde. Donc l'iris régit la quantité de lumière qui pénètre dans le globe oculaire parce qu'il est formé des cellules musculaires, les myocytes, les lys. Donc vous avez des cellules circulaires et des cellules radiales. Les circulaires, quand ils se contractent, ils réduisent le diamètre de la pupille, et les radiales, quand ils se contractent, ils permettent la dilatation de la pupille. Donc, du coup, l'iris régit la quantité de lumière qui pénètre dans le globe oculaire. Le corps ciliaire sécrète l'humeur aqueuse et modifie la forme du cristallin pour la vision approchée ou la vision éloignée. Donc, ça provoque l'accommodation du cristallin. Voilà, donc l'humeur aqueuse, elle est sécrétée par les corps ciliaires. La choroïde contient des vaisseaux sanguins et absorbe la lumière diffuse ou diffusée. N'oubliez pas que la choroïde contient les mélanocytes qui sécrètent ce pigment de mélanine et les bougies qui absorbent la lumière. Et finalement, vous avez ici la rétine qui reçoit la lumière. Elle contient les récepteurs de la lumière et convertit l'énergie lumineuse en potentiel d'action. L'information parvient à l'encéphale par l'intermédiaire des axones, des cellules ganglionnaires qui forment le nerf optique. Donc le cristallin, il rétracte la lumière grâce à sa capacité d'accommodation. Maintenant, je vais passer aux deux chambres, la chambre antérieure et la chambre postérieure. Donc, la chambre ici, je vais dire que la chambre qui contient l'humeur aqueuse, qui est un liquide qui contribue à maintenir la forme du globe oculaire et fournit de l'oxygène et des nutriments au cristallin et à la cornée. Donc, ça permet de nourrir le cristallin et la cornée. Et finalement, ici, vous avez la chambre vitrée, ce qui est dans le segment postérieur. Alors, elle contient le corps vitré, qui est une substance gélatineuse qui contribue à maintenir la forme du globe oculaire et qui garde la rétine accolée à la choroïde, également est appelée segment postérieur.